Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 22e épisode de Tsi, le podcast francophone de saut à ski et de combiné nordique. Aujourd'hui, un épisode en deux parties avec beaucoup le dernier gros week-end en termes de compétition, aussi bien en saut à ski qu'en combiné nordique. Après, petit à petit, le programme va diminuer. Avec moi, j'ai Geox 120, Romain. Comment ça va, Romain? Salut Will, ça va bien, j'espère que toi aussi. Et effectivement, c'était le dernier week-end avec à peu près toutes les compétitions et c'était aussi, en ce qui concerne les Coupes du Monde, un des plus beaux week-ends de l'année, c'était Oslo. Voilà, Oslo qui a été le théâtre des compétitions en Coupe du Monde de saut et en Coupe du Monde de combiné nordique. Donc le tremplin a été pas mal utilisé, le HS 134, et on a vu de super sauts. On va commencer dans le vif du sujet, comme le programme est assez dense, si tu le veux bien, avec l'homme du week-end. Et pour moi, il y a deux hommes du week-end, mais j'imagine que si t'en cites un, je vais citer l'autre. Avant, je voulais faire une petite césure sur le contexte du week-end parce que Oslo, on sait que c'est un tremplin spécial et c'est surtout un tremplin qui laisse pas mal de place au vent et à un vent extrêmement facétieux. Et je te l'avais promis en off dans le week-end, une anecdote sur le vent à Oslo. Et je pense que ça donne une bonne indication sur tout ce qu'on va dire après, parce que le vent a joué quand même un rôle ce week-end. Et si tu veux, l'anecdote, c'est que j'étais en 2010 sur place pour voir le magnifique week-end nordique. Et je jure avoir vu de mes yeux les fanions, bah, je crois que j'étais autour des 100 mètres, genre le fanion à droite de la piste qui remontait et toujours aux 100 mètres, à gauche de la piste qui redescendait. Donc autant dire qu'au moment de calculer les compensations, tu sais pas trop lequel a été choisi. Et il y avait eu un saut de Manu Chodal à l'époque qui était top 10 mondial. Et il fait un tout petit saut, donc on se dit il a eu vent de dos. Et en fait, il prend la pire compensation, c'est-à-dire il prend comme s'il avait eu le plus gros vent de face. Et depuis là, je regarde toutes les épreuves, si tu veux, d'Oslo avec un œil un peu, pas circonspect, mais en tout cas un peu avisé en me disant et ça s'est senti ce week-end. Le vent, avec ce côté cuvette, ce côté béton de tous les côtés, c'est pas un vent je sais pas comment dire, naturel, météorologique, quoi. C'est du vent qui est vachement influencé par les éléments extérieurs. Ouais, ouais. Et, d'ailleurs, je pense que tu vas nous montrer tes coefficients de loterie et que ce week-end a été marqué par un coefficient de loterie assez important. Néanmoins, celui qui est tout en haut du classement, Stéphane Kraft, est un habitué de ce tremplin de Holmenkollen. Et du coup, tu l'avais vu venir et ça a été un des deux hommes de week-end, et notamment grâce à sa victoire le deuxième jour. Mais il avait aussi fait une deuxième place la veille. Et l'autre qui a fait les mêmes performances, c'est Ansel Anisek, qui a gagné le samedi et était deuxième dimanche. Donc vraiment, ces deux hommes ont trusté les deux premières places. Voilà, et pour évacuer du coup ce sujet vent, effectivement, c'était des épreuves dans le haut du panier de notre coefficient de loterie qu'on a mis en place depuis le début de la saison. Même dimanche, ce serait la troisième épreuve la plus venteuse, et on peut même dire la plus venteuse en Europe, après, après les événements de Sapporo. Mais je suis d'accord avec toi, je pense quand même qu'il y a une hiérarchie qui s'est dessinée au-delà même du vent, et que Kraft était très fort. Lanisek a été bien aidé en deuxième manche samedi, là quand il fait 139,50 m. Mais il a été fort tout au long du week-end. Donc la hiérarchie, de toute façon, est quand même assez claire. Tu sais, quand j'analyse un peu les sauts sur toute la longueur, donc là, on a eu quand même pas mal de sauts, puisqu'on a eu des sauts d'entraînement, on a eu de qualifs.
Kraft, du coup, est en tête de mon classement avec une moyenne remise à niveau à la porte numéro 10 de 124,9 mètres. Et Lanišek, il est seulement sixième. Par Ah, contre, quand je mets un coefficient en donnant un peu plus de poids, donc je mets un coefficient 1 aux entraînements et un coefficient 4 au deuxième manche, et bien là, Lanišek, il passe deuxième. Donc il a su sauter au bon moment. Il a eu aussi, comme tu l'as dit, un peu de chance, notamment lors de samedi. Mais voilà, il a été là au bon moment. Il n'a pas volé ses deuxièmes places. Et celui qui, dans mon classement, n'aurait été qu'à 20 centimètres de Kraft et qui n'est pas monté sur le podium, c'est celui qui est troisième du ROR, qui doit être extrêmement déçu au vu de sa forme sous-jacente, parce que lui, il a sauté très bien, sauf lors des concours. ouais, c'est Granerud et on a un peu l'impression de recommencer le Granerud d'avant la tournée, que tu t'écrivais par le plus fort, ou quasiment, le très fort en tout cas, et qui en compète faisait des 4-5e places. Et c'est un peu ce qui se passe là sur ce week-end. Il fait quatrième et septième. Il gagne une petite qualif au passage. Alors, c'est pas tout à fait anecdotique parce qu'au ROR, même les qualifs comptent. Alors, donc, au moins là, ça permet ça. Mais si on regarde pour le classement de la Coupe du Monde, par contre, on n'a pas de nouveau podium pour lui. Ouais, et puis il gagne une qualif à 131 points, ce qui est quand même pas mal, puisque le record de points là sur le ROR, c'est Karl Geiger, deuxième manche du samedi, 139 points. Après, on a Kraft, deuxième manche du dimanche, 135 points. Et après, il y a des 132. Donc, c'est ça qui est important pour le ROR, c'est-à-dire qu'un saut de qualif au niveau du ROR a autant d'impact qu'un saut de compète. Il n'y a pas de coefficient qui ont été mis. Mais Oui, là, Granerud, voilà, c'est ça qui le fait un peu remonter dans la hiérarchie et qui fait qu'il rentre à Lillehammer en ayant encore toutes ses chances de gagner la compétition la plus importante dans son pays avec le vol à ski à Vikersund qui en fait partie d'ailleurs. donc rappelons juste le principe du ROR. Ce sont des épreuves individuelles à Oslo, Lillehammer, donc deux à Oslo, deux à Lillehammer et deux à Vikersund. Donc ça fait 8 épreuves individuelles. Et pour chacune d'entre elles, les qualifications ou prologues, selon le nombre de sauteurs, sont prises en compte. En fait, chaque point de compétition, qualif et compétition compte. Donc, en fait, finalement, un jour de compétition, c'est 3 manches. En fait, c'est qualif et deux manches de compétition pour ceux qui les font. Et à la fin, on a le classement. Donc, ça veut dire que on peut être premier de toutes les manches. Si on participe pas à la deuxième manche de la dernière épreuve, il y a très peu de chances de gagner le ROR. Donc, c'est une épreuve de fond et de régularité. Et à ce petit jeu-là, on a justement Kraft qui a déjà gagné 2 fois et Stor aussi qui a déjà gagné 2 fois au cours des dernières années. Et si je rajoute, tu as bien noté le fait que c'était une épreuve d'endurance, puisque au-delà même d'avoir donc 12 départs pris en compte, on est sur des sauts tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que sur la tournée des 4 tremplins, on va avoir, je crois, 2 fois un jour de repos. Là, depuis vendredi dernier, on saute tous les jours. D'ailleurs, les concurrents ont sauté là aujourd'hui le 13 mars pour la qualification pour le concours de demain. Et par moment, donc on saute 2 fois ou 3 fois, comme tu l'as dit, pour des sauts qui comptent pour le classement, ce qui est le cas le dimanche en fait. Donc le dimanche 12 mars, hier pour Oslo deuxième, bon, Lillehammer ce sera jeudi et Vikersund sera dimanche prochain le 19. Donc en l'espace de 10 jours, on a un nombre de sauts important et cette régularité fait que ça donne un autre c'est pas une tournée des 4 tremplins bis, quoi. C'est Non, un c'est autre. un vrai événement. Après, c'est vrai que on sait aussi que Vikersund, c'est le vol à ski, ça fait plus d'écart. Mais au moins, ça nous tient en haleine. Et il y a quand même, du coup, je me suis trompé, c'est 6 épreuves individuelles, deux et Mm. deux. Et un vrai feuilleton quand on sait que la Coupe du Monde a commencé début novembre et qu'il y a déjà eu, avant l'Euro-Air, 23 épreuves individuelles. On doit avoir des concurrents, plus les championnats du monde, qui doivent commencer à être sur les rotules et on leur remet un gros événement. Mais en tout cas, pour nous les spectateurs, c'est un des temps forts de la saison. Voilà. Et puis donc, au-delà de Stéphane Kraft, donc on l'a dit, hein, il était attendu.
Lanisek qui lui a profité des conditions et qui a été bon là où il fallait, et Granerud c'est l'inverse. On a des autres sauteurs qui se sont illustrés. Je dirais qu'il y a Johan André Forfang qu'on retrouve vraiment à un niveau. Alors, il n'est pas très très bien placé, il est que 9e, mais lui, il a fait une 28e place en qualif le dimanche. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt montant. Et puis, mon chouchou, Timmy, qui lui a très bien sauté en qualif 2 fois deuxième, mais qui n'a fait que 12e et 10e dans les concours, donc qui a fait un peu comme Granerud, c'est-à-dire un niveau supérieur lors des sauts qui comptent moins pour la Coupe du Monde. Mais Timi Zajc, à la fin de la saison, si j'ai un peu de temps, je regarderai le nombre de podiums en qualif. C'est Monsieur Qualif. Après, il n'a pas été forcément très chanceux non plus avec le vent, donc on va pas épiloguer, mais il avait un peu moins la magie qu'il avait à Planitza sur le grand tremplin. T'as cité Forfang dans les sauteurs satisfaisants. En restant en Norvège, on a Daniel André Tande qui était quand même pas extrêmement bon sur toute la saison, avec juste des à-coups de haut niveau comme son podium à Villingen. Et là, il a été très régulier ce week-end et il faisait plaisir à voir de le voir avec le sourire, là, 8e et 4e. Et vu que j'ai décidé maintenant de manger mon chapeau à chaque épreuve, Sundal qui reste performant après Planitza, avec notamment, je pense, son premier top 10 en carrière en étant 7e Oui. samedi. Et c'est le grand moment de la saison pour nous. On l'a suivi en COC toute la saison. Je te laisse dire son nom. Ah, c'est Zandre Ringen, hein, c'est notre chouchou. On l'attend depuis novembre hein, en Coupe du Monde et il a vraiment pas déçu. Clairement, il rentre dans les points 2 fois. Alors, on va pas trop en demander, mais 25e, 18e, une super qualif le dimanche. Et voilà, il a saisi sa chance à domicile d'enfin rentrer dans l'équipe nationale après avoir fait un parcours remarquable en Coupe continentale cette saison. Voilà, et puis on peut aussi nommer Gregor Deschwanden qui continue à être montant et j'ai noté aussi une bonne performance de Clément Segner qui avait un peu été en dedans, qui maintenant se remet à ses positions là, quand même 2 fois dans le top 20. C'est tout à fait correct pour lui qui est censé être le dernier des Autrichiens, entre guillemets. Je crois que là, ils avaient appelé, comment il s'appelle Steiner, Maximal Steiner. oui, Steiner, ouais, qui a été correct hein, 2 fois Mm. dans les points. Donc on a ces coureurs là, ces sauteurs de Coupe Conti qui, je pense, si on prend la liste de tous ceux qui ont participé au Coupe Conti en début d'année et qui maintenant ont fait leur place, c'est vrai que sur ce concours-là, on commence à en voir pas mal. Hein. Il y avait aussi Roch Masle, hein, qui est un futur grand né en 2004. Il y a Justine Lissot qui a fait une très bonne 13e place le deuxième jour, qui lui aussi a écumé ses places en Coupe Conti. Donc nous, on le redit chaque semaine, hein, que la Coupe continentale a un niveau très très élevé et que donc pour ceux qui disent ah mais on voit pas de Français en Coupe du Monde, bah, déjà avant de les voir en Coupe du Monde, il faudrait que les Français soient dans les top 10 de Coupe continentale et ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est arrivé ce week-end et on reviendra. Ah non, non, pardon, je confonds la Coupe Ouais, C'était Conti au à même, Coupe en- ah, c'était au même endroit et on a le droit de non, s'enthousiasmer. Et on a le droit de sortir. On a le droit de dans, rêver, ouais. dans, dans les événements aussi du week-end, franchement, je sais pas si toi, tu t'en souviens, on a vu Camille Storr énervé. Ah oui, oui, ouais, exactement. Dimanche, là, en fait, il fait partie de ces sauteurs, là, il a fait des très bonnes qualifs et je pense pouvoir dire qu'il n'a pas été chanceux par le vent en compétition, surtout dimanche. Il fait une grosse dégringolada et on l'a vu faire un geste d'humeur et c'est vrai que Camille Storr, c'est un peu d'habitude impassible et c'était assez surprenant. Quand son collègue Piotr Zila s'enfonce dans la médiocrité sur ce tremplin, plutôt quasiment avec le sourire, lui, il est champion du monde. Et je crois que sa saison, elle est réussie. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais là, à Oslo, il n'était pas très combatif. Bah non, Piotr Joua, là, à Oslo, il peut il peut mettre à la poubelle le week-end. Et c'est vrai que Camille, après ce saut du dimanche, là, il a regardé au ciel en disant, non, mais où est-ce que vous m'avez envoyé? Il n'a pas trop compris sa performance. Et quand on est un sauteur aussi mature et qui a écumé le circuit, c'est plus de dire, mais vous avez vu les conditions là, c'est catastrophique. Il y a Marius Lindvik qui est l'ombre de lui-même,
avec une agressivité toujours trop importante, hein. On le dit tous les week-ends, mais je pense que lui, sa saison est foutue. Et l'autre que j'ai noté, c'est Raymond, qui n'a pas sauté. Alors, il était content, il a fait un peu la groupie à Planitza. Et alors là, Ouais, j'ai c'est ça. compris pourquoi il n'avait pas été sélectionné à Planitza, quoi. Non, là, il a un peu perdu et il faut faire attention dans ces pays-là. Comme tu disais, il y a de la concurrence, mais là, ouais, et surtout des sauts techniquement pas propres, c'est ça le souci. On a vu beaucoup de flip-flap ce week-end, un peu avec le vent et des sauteurs qui comme s'ils marchaient un petit peu en l'air et bah ça pardonne pas à ce niveau-là. Il y a que un Adam Mawish surdominant qui peut faire quelque chose dans ces conditions-là, mais il y a 15 ans de ça, parce que sinon Mm. ça se pose dans la pente, quoi. Voilà, et c'est là aussi où, comme tu l'as dit, on voit des grosses remontées et des grosses chutes, hein. Donc le fameux remontada et dégringolada si cher à Guillaume Di Grazia. Et là, ce classement devient de plus en plus serré, puisque Johan André Forfang avait une avance assez importante avant Planitza. Et il voit un lion lui revenir dans ses pieds, c'est Marcus Eisenbichler. Et là, Johan André Forfang, qui a été plutôt dans le haut du panier, a perdu en moyenne 3 places. Et du coup, Marcus Eisenbichler, qui en a gagné 11, se rapproche dans celui qui fait les plus grandes remontées, alors que dans la médiocrité, on retrouve Stefan Leye, qui aura perdu un total de 63 places depuis le début de saison, entre la première et la deuxième manche, et qui en a perdu 15 sur le week-end. Stéphane, ça sent la porte, hein, à un moment, hein. Ouais, c'est très moyen et c'est vrai que Forfang, là, qui était habitué des grosses remontées, mais son problème, là, c'est qu'il est bon dès la première manche. Alors, sa Et marge de voilà. manœuvre en remontée est plus limitée, quoi. Il faut viser. Il y aura des awards, donc il y aura des trophées. Tout le monde ne pourra pas aller chercher tous les trophées. Il faut par moment un peu se spécialiser. Et c'est vrai que la Forfang, bon, il a choisi d'être bon et du coup de faire moins. Mais du coup, je pense qu'Alison Bichler est bien parti pour Ah remporter oui, ce parce que trophée. lui, pour faire des mauvaises ou très moyennes premières manches et remonter, c'est clair que c'est amusant quand même que les chiffres confirment les ressentis, c'est rassurant dans un sens. Mais c'est vrai que c'est vraiment les sauteurs qu'on aurait cités comme capables de se reprendre et j'aime bien l'idée, merci d'avoir fait le calcul. Voilà. Et, du coup, si je reste sur les stats, donc sur la vitesse. Alors, sur la moyenne des vitesses, Zakopane, ça a été celui. Pardon. Zakopane, c'est pas Zakopane, c'est Oslo. Ça a été le tremplin où on est allé le moins vite derrière Rasnov. Et puis, bien sûr, en fait, les deux petits tremplins, hein, Rasnov et le petit tremplin de Planitza. Et ensuite, c'était là à Oslo, hein. Donc, une, euh, une, une piste d'élan plutôt lente. Et le plus rapide, ça a été Andreas Wellinger devant Mackenzie Boyd Clothes, Stefan Kraft qui a été aussi devant, Daniel André Tandeux, Karl Geiger, Stefan Leye. Donc c'est vrai que cette vitesse à la table, pour ceux qui arrivaient à l'avoir, a été prépondérante pour faire des distances assez longues. Et du coup, pour le classement du style, je ne sais pas si tu as en tête qui aurait gagné là le classement du style. Je vais rester sur l'absence de prise de risque, je vais dire Kraft. Exactement, avec une super moyenne de 18,83. Donc, Ah oui. quand ça se penche là sur donc, Qualif, donc c'est 6 sauts, hein, qui ont été pris en compte, il met plus de 0,3 points d'avance sur Alvor Egner Granerud, et troisième Camille Stor à 18,48. Donc, ça confirme ce qu'on a dit sur ces deux sauteurs, c'est-à-dire que ils auraient dû tutoyer les podiums et soit par manque de confiance, plus dans le timing, la réflexion pour Granerud, ou comme tu l'as dit, Camille, on voit que c'est plutôt de la condition. Ils ne se sont pas retrouvés au niveau. Et un gars comme Lanisek, il est seulement 10e dans mon classement du style. Donc voilà, c'est ça aussi le saut à ski, hein, c'est pouvoir être présent dans ce type de week-end où tout n'est pas facile et notamment les conditions sont compliquées. Oui. Bon, la Misha qui pose assis à 139 mètres 50,
Ça a peut-être difficile eu un que impact. Ça a ça a peut-être eu eu un impact. un impact, mais je crois qu'il n'échangerait pas quelques points contre un saut à 125 mètres. Et donc, en tête pour l'instant de ce classement, après les 17 week-ends qu'on a eu, c'est Halvor Egner Granerud avec 18,51 devant Stefan Kraft 18,46. Ça va jouer entre les deux, mais c'est vrai que Stefan Kraft, là, il rattrape petit à petit et il se peut que sur le concours de style, il remporte, il remporte ça. Mais Granerud, il a peut-être en main le plus gros des trophées. Celui le plus prestigieux, il s'avance tout doucement, mais sur ce week-end avec Koubaki, ils font à peu près le même nombre de points. Donc finalement, c'est une opération neutre. Et donc, il leur reste 7 épreuves individuelles et il a un peu moins de 290 points d'avance. Il reste vraiment en très bonne position, parce qu'il reste 4 épreuves de vol à ski. Donc, bon, on n'entretient pas de faux suspense pour le globe. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Ouais, je te rejoins là-dessus. Par contre, les mano à mano, là, sur troisième, quatrième et cinquième, sixième, Mm. ça va être sympa, hein, parce que troisième, quatrième, je sais pas ce que t'en penses, mais il se peut que Kraft grille la politesse à Hanché, et cinquième, sixième, je mets pas un copec sur Piotr. Non, et en même temps, Wellinger, oui, si, il peut bien voler, on l'a déjà vu, mais enfin, Piotr, du coup, il a quand même déjà gagné des épreuves de vol à ski à Planitza, par exemple. Donc, Ouais. c'est sûr que sur ce week-end de Planitza, sur ce week-end d'Oslo, bah, décidément, c'est pas le favori. Il a que 11 points d'avance sur Wellinger, mais allez, moi, je l'enterre pas, tiens, comme ça, je fais un petit pari différent de toi. Voilà, et on retrouve des hommes un peu plus en forme. Bah, on a Ryoyu qui est montant par rapport à son début de saison. Je veux dire, cette septième place-là, elle est pas volée. Fettner, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est plutôt descendant. Karl Geiger, il est à sa quatrième, troisième place. Karl Geiger, là, ça commence à être un peu un abonnement, hein, pour lui. Donc, il serait bien qu'il arrive à choper une deuxième ou une première place. Et Timmy, qui a été décevant, mais pour moi, qui est largement un des 10 meilleurs de l'année. Je veux dire, il peut pas terminer derrière Tchefning, quoi. Impossible, Non, ça. bah, non, surtout qu'il reste 4 vols à ski. Là, Il devrait passer. Zach, il devrait prendre les points et je pense que Fettner, qui est 43 points devant lui, il devrait le croquer. Geiger, Mm. 13 points devant lui, je pense que ça devrait le faire aussi. Mais c'est intéressant justement si Fettner, on va voir, le vol à ski va permettre de clore ce top 10. Fettner, il y est depuis Mm. le début de saison, hein, parce qu'il a engrangé plutôt des points jusqu'à la tournée. Et Ouais, mais il redescend à chaque fois. Je pense il était 5 à un moment, hein. oui, c'est ça, avant la tournée. Je pense qu'il arrive à la tournée cinquième. Et là, ça serait intéressant de voir, même si justement Tchofnik, Aibok arrive à le gratter dans le top 10. Donc on va suivre cette course au Finalement, top t'as les 10. trois. T'as la meute autrichienne derrière, quoi. Tchefning, Ebok, Earl et Camille. Et puis Marcus Ouais, mais là, ils pour sont un peu continuer. On loin. voit Vincent qui revient. Non, ça va être vraiment intéressant parce que là, on a vraiment deux types de sauteurs, ceux qui sont plus descendants, ceux qui sont plus montants, et ça commence à se croiser. Donc là, on voit les 16, là, c'est vraiment les sauteurs à suivre. Et donc ça a continué cet après-midi avec la qualif. On vous donnera, si tu es OK, les résultats lors du prochain podcast. On vous débriefera du coup à la fin du ROR, hein, puisque on va avoir les Lillehammer et les Vickersund Oui, tout à fait. lundi prochain. Voilà. Et donc il y aura eu pas mal de choses qui se seront passées et je pense que ces places se seront un peu décantées aussi, hein. Et ton saut du week-end, du coup, lequel tu mets? Euh, je, je le mettrai en combiné. On garde pour le combiné, ok. Bah, alors pour le Et saut toi? spécial, bah, écoute, j'ai tweeté dessus, hein, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, le saut de l'Anisec à 139,5, moi je le trouve extraordinaire. Alors oui, il a posé, mais bon, va poser à 5 mètres au-dessus du HS. Bon, après, tu vas me dire qu'en OPA, quand on reviendra dessus, il pose à 13, mais là, il a une hauteur au point K à 120 et même au HS, il a encore. Ouais, moi, c'est vraiment le saut de l'Anisec, là, 139,50. Je pensais, je te l'avais dit, hein, je pensais pas que ça allait dépasser 135 mètres. D'ailleurs, dimanche, il n'y a pas eu un saut, je crois qu'il y a eu un saut au-delà du HS. Euh,
Et ouais, non, je pensais pas que ça allait sauter aussi loin. Alors, le jury est obligé à Oslo de serrer l'élan parce que justement la moindre petite tourbillon là dans cette cuvette fait que les mecs s'envoient à 100, ou les femmes ou les combinés Mm. s'envoient à 140 mètres. Donc en fait, ils sont obligés de serrer pour que ça saute, on va dire, autour des 125 mètres. Parce que le moindre pet de vent peut les envoyer 10-15 mètres plus loin, en fait. Et c'est un peu frustrant Ouais, oui, c'est bon. sur le déroulé des épreuves. Et j'ai envie de dire, heureusement, on a eu un peu de chance samedi. On a eu ces fameux moments un peu de folie du vent que le Mm. jury ne peut pas contrôler et qui nous ont permis d'avoir de belles envolées avec Geiger à 137,50. Comme ça, on a un peu frétillé, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que ça s'est pas mal empilé entre le point K et le point HS, là, comme tu le dis, vers 125, 127. Et puis on a eu les deux éclats qui ont provoqué directement des baisses de plateforme. Aussi. Ouais. De toute façon, t'es au-dessus du point HS, c'est systématique que ce soit baissé. Voilà pour les hommes et le début de ce ROR. On va passer aux féminines qui, elles, étaient aussi à Oslo sur le même tremplin, donc ce tremplin d'Holmenkollen qui accueillait les filles, avec un record du tremplin à 137,50 m détenu par Sarah Takanashi, qui n'était pas là ce week-end, enfin, en tout cas qui n'était pas à Oslo pour cause de blessure, mais qui est revenue à Lillehammer puisqu'elle a participé à la qualification. Et je ne l'ai pas vu, hein, mais je pense au concours d'aujourd'hui. Quel est le résultat je ne sais pas si tu veux nous citer une sauteuse ou si tu veux reprendre dans l'ordre des chronologiques. Bah, déjà, en introduction aussi, donc c'est le ROR aussi chez les femmes. Que on en parle depuis le début de saison, c'est le grand moment de la fameuse qualification pour Vikersund, donc le classement des quatre épreuves, donc les deux individuels d'Oslo, les deux individuels de Lillehammer avec leur qualification, vont déterminer les 15 chanceuses et les 15 les plus talentueuses et les plus en forme du moment pour aller à Vikersund tester le vol à ski. Et ce vol à ski, donc, qui n'est pas inclus dans la Coupe du Monde, par contre, sera inclus dans l'Euro-Air. Donc, ces 15-là, du coup, finiront dans le top 15 du ROR. Et cette introduction donnée, on va pouvoir clore une petite expression qui était montée entre nous. Emma Klinetch a entretenu sa légende de Poulinetch samedi en faisant encore deuxième, mais a remporté sa Mm. première épreuve de la saison dimanche. Donc on peut remballer notre surnom et tant mieux pour elle, hein. Oui, on remballe notre surnom. Par contre, ça reste grincheux, hein, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé vraiment resplendir de joie, hein. Ça reste quand même bien tempéré au niveau de la joie. Je ne sais pas si si Oui, tu as le oui, même et sans spoiler du tout le résultat d'aujourd'hui, il y a une de ses collègues aujourd'hui à Lillehammer qui lui a pris les lèvres pour faire genre souris quoi. Ah, Et, ok. effectivement, mais bon, en tout cas sportivement parlant, c'est la sauteuse du week-end à Oslo. Elle, elle a Elle a gagné écrasé une tout le épreuve, elle a monde. gagné une qualif, elle a fait deuxième quand elle n'était Mm. pas première. Et donc, Ouais. elle vole très bien parce que c'est aussi là, donc pour les femmes, on a plus l'habitude de voir, enfin, du coup, on voit 50% petit tremplin, 50% grand tremplin. Et là, on voit sa capacité de vol. Et donc, voilà, virtuellement, elle est déjà quasiment qualifiée, sauf cataclysme pour pour Vikersund. Et j'ai très, très hâte de la voir voler. Surtout que la deuxième après Oslo, c'est Anna Odin Ström. Et elle, je l'aurais pas placée là avant ce week-end. Non, c'est vrai que on avait parlé d'Anna Odin comme une spécialiste plutôt du petit tremplin. Maintenant, c'est quand même une concurrente qui est troisième au classement général et qui a cette capacité. Elle a été la meilleure à Ljubno, à Interzaten, à Rasnov, à Villars. C'est vrai c'est là où elle excelle et là, elle est au-dessus de ce qu'elle aurait fait d'habitude, en effet, sur grand tremplin. Après, à Zao, tu vois, elle avait bien sauté aussi, mais moi aussi, j'ai été surpris. Je m'attendais aussi à ce que Anna Odin se classe voilà, 5, 6e. Oui, puisque dans son profil, donc là, dans les statistiques qu'on fait, si tu veux, son profil de sauteuse,
elle marque à peu près 2 tiers de ses points sur les petits tremplins. Et là, en plus, les stats Mm. commencent à être bien consolidées parce on est en fin de saison. Et donc, elle a Mm. vraiment réussi, ou peut-être presque surperformé sur ce week-end d'Oslo. Peut-être Mm. une très bonne connaissance du timing du tremplin, un bon feeling, là, ça arrive parfois. On verra si ça se confirme sur le reste du ROR. Et surtout, il y a une autre athlète euh, qui n'est du coup qui n'est que troisième du ROR, mais qui a été excellente ce week-end, c'est Chiara Kreuzer. Elle, vraiment, elle a très 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 bien sauté et sa victoire de samedi donc devant Klinec, c'est quand même 6 points, hein, donc notamment grâce à un deuxième saut à 126,50 de la plateforme 25 avec du vent d'eau, hein, donc super deuxième saut, elle a quand même récupéré 134 points. Et dimanche, elle a été aussi forte puisqu'elle fait deuxième dans les deux manches et elle est battue par Klinec parce que Klinec fait un saut stratosphérique à 134,50 de la 24. Mais du coup, elle a sauté de la 22. Donc, ouais. Oui. Je pense qu'elle aurait pu battre Klinec dimanche si elle avait sauté de la même plateforme, mais après, c'est pas, c'est le jeu et c'est comme ça. Et derrière ce trio, donc qui s'est quand même détaché sur ce début de ROR, on a assez surprenante la première Allemande, Selina Freitag. Et Mhm. malheureusement, enfin, il il y a elle nous fait le souffler le chaud et le froid, Selina Freitag, parce que samedi, en gros, son podium, elle fait sixième, son podium s'envole sur le télémark, mon posé. Alors, j'ai encore fait le Ouais. calcul, elle me fait faire des calculs toutes les semaines. Et par contre, dimanche, elle nous pose un 54 points, tout simplement, avec des 18. C'est les meilleures notes de la manche, avec peut-être un 54,5. Donc là, Je pense que je pense que c'est ses meilleures notes de la saison, hein. Elle n'a c'était jamais vu magnifique et faire elle a exulté. le Et je meilleur. pense Ah que ouais. plus que son saut en lui-même, c'est elle-même, elle sait l'importance de ces télémarques-là. Et d'avoir réussi à le Mm. poser, elle était radieuse, quoi. Ah ouais, ouais, non, non, franchement, 54, on l'a jamais vu poser aussi bien. Et du coup, elle aurait été un peu loin après la première manche où elle était sixième. Et du coup, elle se rapproche. Et c'est vrai que, bon, elle, on l'attendait un peu plus sur grand tremplin. Je ne sais pas si tu as encore les profils, mais je la vois plus. Enfin, elle saute loin sur petit, mais comme elle pose pas, enfin, elle pose Ouais, mal, mais elle perd des points. Mais c'est vrai que ça reste une sauteuse qui aime bien faire des distances et qui, je pense, sera qualifiée pour Vickersund. Il n'y a pas de problème pour elle non plus. non, elle fait Euh, partie de ces sauteuses équilibrées. Elle est quand même dans les meilleurs. Althaus, Klinec, Kreuzer, Krichnar, c'est des sauteuses qui ont des performances relativement comparables entre petits et grands tremplins. mhm. Celles qui n'ont pas des performances régulières, alors on a la leader de la Coupe du Monde, Pelikoni, qui est quand même clairement un prisme, qui a clairement un prisme petit tremplin. Et Mhm. après, c'est pas une surprise, c'est l'inverse, c'est Opset et un peu Ito qui ont un prisme grand tremplin. Mais voilà, on a. Et Lutic, qui est un prisme petit tremplin que tu avais vu, tu m'avais dit non, mais c'est pas parce qu'elle est championne du monde à Planitza qu'elle va réussir à Oslo et tu avais eu le nez creux puisque n'a pas été extraordinaire. Bon, elle va quand même aller à Vickersund. Disons que Mmh. pour l'instant, par rapport à celle, si tu nous remets le classement du ROR, je ne sais pas si tu l'as en dispo, mais Oui, oui, tout à fait. euh, par rapport à celle qu'on avait un peu en tête pour aller voler, je pense qu'on n'a pas de surprise, hormis Silly Upset qui est pour l'instant 16e, qui est pour l'instant sous le cut. Mais je veux dire, Klinec, même Ström, tout ça, ça passait. Kreutzer, Freitag, Althaus, Ito, Lundby, on sait qu'elle s'est préparée pour ça. Straight, Lutic, Pilkening, Krisa. La finlandaise, c'est bon. Je pense pas qu'elle ira. Joséphine, ça devrait passer. Maruyama, je pense qu'elle ira. Donc moi, je mettrais bien, après je prendrai ton commentaire, mais je mettrais bien Opset à la place de la finlandaise. Et à la place de Prevet, je descends un peu. Mulbacher. Yuka Seto. Il y a déjà Moi, pas mal de points. Ouais, la ouais, 15e place, franchement, la il y finlandaise. a, bon, Upset, je la vois clairement remonter parce que Lillehammer, c'est son tremplin d'entraînement.
Ah ouais, Nika Preutz, moi, pour le coup, je la vois sortir du top 15. ouais. Elle fait partie de ces sauteuses petit tremplin depuis le début de saison. Je vois pas pourquoi elle performerait plus que ça. Elle fait 23e dimanche. Rocionao, moi je la vois rester et parce qu'elle vole très très bien. Elle est pas haute du tout. Par contre, c'est vraiment elle a des belles capacités d'accélération et de vol en l'air. Donc je pense que sur Lillehammer, ça peut passer. Je m'inquiéterais presque pour Pinkelnig 11 et 12 parce que c'était pas flamboyant. Après, elle a expliqué qu'elle était enrhumée. Donc on va voir pour Lillehammer. Elle a quand même pas Euh, mal d'avance, hein. Elle a 50 points. Et puis surtout, Faut... ce qu'il faut voir, c'est que celles qui sont, on va dire, entre 15 et 20, Julia Mm, Mühlbauer, profil petit tremplin, Saïd Friedberger aussi, Anna Ruprecht, depuis le début de l'année, on la voit largement meilleure sur petit tremplin. mm. Donc, Peut-être le, Björset, après, c'est bizarre ah qu'elle oui, elle s'est complètement ratée, elle, hein. elle, ça peut être une qui vous viserait la remontée. En tout cas, ça serait une énorme déception. Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve qu'on a senti cette pression Vikersund dès Oslo sur les sauteuses Ouais. et que les Mm, Norvégiennes étaient les Slovènes d'il n'y a pas longtemps en termes de mm, visage fermé, de grosse pression. Silly Opset, elle a sauvé les meubles, mais elle a failli tourner dimanche, enfin samedi. Elle fait un premier saut effrayant tellement elle va vite dans ses skis. Et au deuxième saut, du coup, elle saute pas, elle y va tout mou, tu vois, pour éviter ce coup de ski, mais donc ça donne rien de bon. Euh, Björset, comme tu dis, elle est quand même dans le top 10 quasiment depuis Noël. Là, elle est presque top 20. Maren Lundby, 8 et 7. On sent qu'elle en veut plus. Alors, ça passera pour Vikersund, hein, mais on sent qu'elle en veut plus. Il y a une énorme pression sur les épaules des Norvégiennes. Ce vol à ski, pour elle, c'est le Graal. le Graal, beaucoup, peut-être plus encore que les Ouais. championnats du monde. Ah non, c'est sûr. Après, il y a aussi Marita Kramer là, qui était repartie, s'entraîner, qui est loin, hein, Mm. Marita, pas du tout au niveau de l'année dernière. Elle passera pas. Je pense que Björset et Kramer, là, dans les vraiment top sauteuses, euh, pour, du coup, pour moi, il n'y a que deux places encore. Non, il n'y a plus qu'une place de dispo. Parce que je pense qu'Opset prend une des deux places. Donc, franchement, c'est compliqué là pour ces deux-là, Björset, Kramer. Il faudra voir ce qu'elles vont faire à Lillehammer, mais tu as raison sur l'analyse de la pression, ça s'est senti, et notamment sur une jeune comme Björset qui fait la saison de rêve pour elle, qui est peut-être un peu émoussée aussi, hein. Mm. Oui, et puis il y a aussi de la technique, hein, son vol vraiment très très agressif, un peu comme Nika Preutz, hein, elles ont ce vol très agressif, ça a ses limites, ça les met en freinage aussi comme Lindvik chez les hommes. Donc Mm. bah ça c'est aussi ça le saut à ski. Donc pour récapituler, on a le Delphine Panier qui est actuellement 13e avec une vingtaine de points d'avance sur la 16e, qui donc pour l'instant en ballottage favorable pour aller à Vikersund. Par contre, côté français, c'est Julia Claire, qu'on attendait sur les grands tremplins, mais là, ce week-end, ça s'est pas bien passé pour elle. Elle accroche miraculeusement deux deuxièmes manches, à chaque fois 30e, mais sans Mm. faire de remontée spécialement derrière. Donc là, elle est déjà à 80 points du top 15. Donc Ouais, euh, il faudrait un miracle à Lillehammer pour rejoindre Vikersund, Mm. Du malheureusement. coup, si tu montres, si tu as le classement de la Coupe du Monde, parce que chez les femmes, on s'approche vraiment de la fin. Donc, comme tu l'as dit, Vikersund, Volaskin, puisqu'il n'y a que 15 sauteuses, n'est pas au classement de la Coupe du Monde. Donc, il nous reste trois épreuves. Une qui s'est passée tout à l'heure à Lillehammer, une mercredi encore à Lillehammer, et la finale de la Coupe du Monde vendredi à l'Arty. Alors, pourquoi vendredi? Et Merci la fille. classique. Merci la fille. Et du coup, c'est Pickelning qui est en tête avec 236 points d'avance sur Altaos. Donc, il se pourrait, si Altaos se rate complètement, que ce soit plié, qu'en fait, à l'heure où je vous parle, il se pourrait que Pickelning ait gagné le globe. On verra ça lundi. Et McLinech, du coup, se rapproche, est à 373 points, mais donc elle ne peut plus viser, ils ne sont plus que deux à pouvoir gagner. Et McLinech a doublé Nao Lindström grâce à ses 20 points de plus sur ce week-end et donc va tenter de terminer troisième. Comme chez les hommes, une grosse bataille pour la troisième place. Là, il n'y a que 5 points d'écart.
entre Klinett et Ström et Althaus parce que bah, on n'en a pas parlé avant. Bah oui, on entretenait un espoir de globe en disant ça se finit sur grand tremplin et là c'est deux cinquièmes places. Elle a pas su faire l'écart en fait sur Pinkelnig à Oslo et je te l'ai envoyé par message et voilà je pense que ça s'est joué là sur Oslo. Il y avait quand même elle prend que 46 points Pinkelnig en deux épreuves. Althaus elle aurait pu en prendre ne serait-ce que 50 de plus dimanche parce qu'elle tombe à la réception, on n'en a pas parlé. Mais elle tombe sur Oui. son deuxième saut à 133 mètres, une chute un peu au ralenti, une chute un peu bizarre, presque une chute de précaution. Et en fait, Mm. sinon, mathématiquement parlant, elle était vainqueur de l'épreuve. Et quand on pense que samedi, elle était en tête de la première manche et qu'elle fait que cinquième, elle a laissé peut-être en partir deux victoires. Et là, elle serait revenue à une centaine de points de Pinganig et on aurait frétillé. Mais là, 236 points en trois épreuves, ça paraît difficile. Voilà, donc on verra que ça a donné, mais on pense pouvoir dire qu'à Lillehammer, le globe sera joué et que l'Arty, il n'y aura pas d'écart assez important. Enfin, l'écart sera trop important pour Althaus, qui aura quand même fait une magnifique saison et on reviendra dessus lorsqu'on on clôturera. On va passer aux coupes internationales de deuxième division, donc la coupe continentale qui était à Zakopane, hein, parce que là je l'ai bien. Donc Zakopane qui a été un tremplin qui a accueilli une coupe FIS Eh ben, et une coupe Conti, donc pas mal d'épreuves en Pologne, une Pologne marquée par des vents forts. Et donc, ça s'est ressenti dans les résultats. Le premier jour, c'est attends, justement, je pense que comme tout s'est passé sur le même tremplin, donc FIS jeudi, vendredi et COC le week-end, ça peut valoir le Ouais, coup de les prendre dans le sens là, notamment climatiquement, parce qu'on a eu, on a eu cet effet du vent bah, qu'on a ressenti sur toute l'Europe. Euh, et exactement. euh, Et puis il y avait beaucoup de sauteurs en commun, donc c'est vrai voilà, c'est que. ça. Du coup, une fois n'est pas coutume, on va parler de la FIS avant la Coupe continentale, sans aller dans des détails invraisemblables. On peut juste remarquer, jeudi était peut-être l'épreuve la plus calme du week-end, et on a un doublé polonais à domicile avec Kacper Tomasiak, la jeune pépite de 2007, devant Clemens Joniak 2005, c'est presque un vieux à côté alors qu'il n'a que 17 ans, et le routinier de la FIS, Maximilian Liner. Et là, on peut remarquer que sur une épreuve stable, on a eu un bon Enzo Milesi huitième, qui est dans ses standards un petit peu de cette saison avec ses résultats en OPA. Et pour citer les autres Français, parce qu'il y a eu quand même pas mal de points, Valentin Foubert était 16e, Mathis Contamins 26e, Jules Chervet 27e, et c'était plus compliqué pour Alessandro Badbi 40e. Et on est passé à vendredi, et là, on a touché au sublime. Je te laisse enchaîner. Écoute, on l'attendait pas, cette coup de fise, et puis on s'est retrouvés tous les deux à parler sur WhatsApp, et l'un avait les qualifs de Oslo en live, et toi, tu étais en live sur la FIS Cup. Aucune idée pourquoi tu t'étais connecté, tu voulais savoir comment ça se passait. Et tu me disais que Mathis était devant, il avait le dossard 19, et que ça avançait tranquillement dans les dossards. À passer le dossard 40, il était toujours en tête. Là, on commençait un peu à se dire, non mais attends, il se passe quoi? Tu regardes les conditions, tu vois que ça varie vachement entre tout bit à 110 et tout bit à 145. Du coup, grosse loterie. Et là, les gros dossards arrivent, hein, donc les dossards à partir de 40, et notamment des routiniers comme Marcus Rupic, Marco Vorgotter, tout ça, ça se casse les dents, sauf un, Martin Hamann. Martin Hamann qui avait fait un podium en Coupe Conti la semaine d'avant, qui est venu voler, hein, c'est du vol, je pense que C'est un c'est du voleur de vol. rêve, ouais. Parce Un que voleur de rêve. clairement, Il a volé le victoire à Mathis qui termine deuxième. Euh, bah voilà. Alors bon, j'ai pas toute de mots. proportion gardée, c'était donc une immense loterie. Tu as parlé des two bits et ça se voit en compensation. On a quand même un Timon Pascal Kauffer qui a eu plus 55 points et un Enzo Milesi, donc dans la même manche, à 20 dossards d'écart, qui a eu moins 23 points. Donc on a
presque 80 points d'écart de compensation. Euh, C'était invraisemblable. La manche, elle a duré 1 heure et demie. On a un peu échangé avec les Français qui disent on n'a jamais vu ça, c'était de la folie. On a eu des did not start aussi, 3 Allemands qui y sont pas allés. Reiser Hanauer, donc quand même l'Autrichien deuxième de la FIS, qui est redescendu en télésiège. Et il a dû se dire mais je vais pas aller, je vais pas aller me tuer dans cette folie. Après, a priori, c'était pas dangereux, hein. Les Français qui on a parlé nous ont pas parlé de danger. Par contre, c'était absolument pas des conditions équitables. Et donc, bah, Mathis, il a su faire donc Contamine, 136,50 m, le saut qu'il fallait. Il est battu par un Martin Amann qui est meilleur que lui sur le niveau, voilà, comme tu le disais, podium en COC. Mais voilà, ça fait du bien dans le paysage français d'avoir eu ce podium. D'autant plus que Enzo Milesi donc, a fait 19e, Jules Chervet 27e, Valentin Foubert 29e, donc à nouveau 4 Français dans les 30, et Alessandro Badbi 33e. Donc voilà, c'est une étincelle. Le saut à ski, on aime bien quand c'est équitable, on fait les coefficients de loterie, mais là, on a vibré de suivre sur le live FIS, Mathis Contamine restait en haut du classement, et donc bah, ça restera un bon souvenir de cette saison. Voilà, et puis avec une start list tout à fait correcte, hein, hormis les jeunes Polonais que tu as cités, qui sont les futurs grands de la nation d'Adam Małysz. On avait quand même Pius Paschke qui était là, hein, qui a terminé 6e. Et donc tout ce beau monde est parti, en fait, est resté sur... Ah oui, alors on va regarder juste le classement avant de Parce que c'était la passer à dernière épreuve, donc la ça, fin. voilà. La fin. Donc, Oui, c'est on ça. vous avait dit hein, qu'il y avait un duel fratricide entre Maximilian Linher et Rasenauer. Et donc, Maximilian Linher avait à peu près une soixantaine de points d'avance avant cette dernière épreuve loterie. Et Reisenauer n'a pas profité de la 25e place. Il a donc eu peur et il est redescendu. Et donc, c'est Maximilian Linher qui, né en 1999, donc c'est pas un tout jeune, hein, il remporte donc cette Coupe FIS devant Yanni Reisenauer, né en 1997, et Niklas Bachlinger, né en 2001, qui est un gars qu'on a déjà vu ailleurs. Et Martin Amann, alors attention quand même, parce qu'il a participé à 5 compètes, il termine 4e, puisque lui, il a gagné 4 fois, et il a été une fois 2e. Donc, Martin Amann, c'est un peu... tu as des petits de 7 ans qui jouent au foot, et tu as un ado de 13 ans qui arrive, tu vois. Ça, c'est Martin Amann. Il met 8 buts dans le match et en plus, il célèbre. Voilà, c'est ça. Martin Amann, heureusement qu'il n'a pas volé le trophée de la FIS à Linéaire. Bon, après, il n'est pas beaucoup plus vieux. Mais là, Martine, tu ne reviens plus en FIS. Non, voilà, t'es trop bon, t'as tes Bon, c'est 97. bon. Et, Ouais, c'est ça. juste, on va dire, pour être un peu taquin, arithmétiquement parlant, vu que Liner, il fait que 25e, si Reisenauer avait sauté, qu'il avait pris le bon vent, ou qu'il avait eu des conditions équitables et qu'il avait gagné, il aurait pu remporter la Coupe FIS. Et il a préféré redescendre sur le télésiège. Donc, Alors, c'est un et choix de juste pour carrière. finir sur la belle histoire de Reisenauer, puisque je t'ai envoyé le tweet, en fait, Reisenauer, il a le record, il est co-détenteur du record de participation en FIS Cup. S'il était venu sauter dimanche ou samedi, je ne sais plus quand c'était, samedi, il aurait du coup doublé le deuxième qui est le Turc Intimar. Donc, vu que Reisenauer n'a pas sauté, il est toujours co-détenteur. Et donc, Reisenauer doit revenir en FIS Cup l'année prochaine pour devenir le plus grand sauteur de tous les temps de FIS Cup. Voilà, mais Yannick, tu nous entends? je sais pas si c'est un honneur qu'il voulait avoir. Peut-être aussi que ça montre quand on est en FIS Cup à 25 ans. Bon, c'est un Autrichien, hein, forcément. C'est peut-être aussi la preuve que sa carrière ne décollera peut-être jamais au niveau dont il rêvait. C'est triste ce que tu nous dis. C'est triste. Allez, on passe à la Coupe Conti. Direction le même tremplin, puisque, comme on vous l'a dit, les sauteurs étaient à Zakopane. On a eu 2 Coupes Conti. Donc, qui dit Coupe Conti dit les sauteurs dont on vient de vous parler, plus the cream of the cream, hein, Willumstad, Eusvold, Björn. Oh, vous les connaissez hein, parce que c'est un feuilleton. Et seul un manquait à l'appel, 2 en l'occurrence, Justin Lissot et Zandre Ringen. Alors, je vois que Björn n'a pas sauté. Je sais qu'il y était. Excuse-moi, Joachim, je ne sais pas où tu étais.
Et donc là, la victoire lors du premier concours est revenue à un ancien de la Coupe du Monde, puisqu'il a fait la Coupe du Monde cette année, Clémence Leitner, qui a mais écrasé la compète, quoi. Ah oui, j'avais pas fait attention. Oui, donc Deuxième. deux épreuves dimanche parce que samedi il y avait vent et neige, donc c'était insautable. Et effectivement, il a gagné les deux manches et il a gagné de 27 points, 28 points sur le deuxième Félix Hoffmann, donc qui était pourtant le dossard d'à côté. Donc ils ont eu les conditions tout à fait comparables. Donc bah, énorme, magique, hein. Rien à dire. Et Benjamin Oswald qui prend son 150e podium de la saison. Et on note, parce qu'on cherche un peu les noms qui ressortent, le jeune Jonas Schuster, donc junior, qui a fait beaucoup d'OPA jusque-là. Et là, il vient prendre une quatrième place en COC. Et pour donner un peu, moi j'aime bien, enfin, c'est pas qu'on découvre, mais voilà, pour essayer d'un peu de donner les niveaux un peu des différentes compétitions. Ce que je pense avoir remarqué, c'est qu'à peu près top 10 de FISE, enfin, au niveau de la, enfin, il faut être dans le top 10 de la FIS pour jouer devant quand même en COC. Et par exemple, un Clemens Mouranka qui a gagné à Oberhof le week-end dernier, il fait justement 7 et 4 par exemple en COC ce week-end. Voilà, ça donne un peu des niveaux. Non, mais c'est, comme on l'avait dit, hein, top COC, c'est limite de points en Coupe du Monde et étincelle top 15, parce qu'il y en a deux, trois qui l'ont fait. Et donc là, tu montres bien le niveau entre FIS et Coupe Conti. On notera Martin Amann, hein, qui a Oui, été cinquième avec un coach request. en plus, c'est vraiment Un le coach monsieur est taquin. request, Et, c'est juste de dire, on très avait arrogant. et voilà, par exemple, donc Maximilian Liner, donc enfin, vainqueur de la FIS qui fait 22e là en COC. Et 22e la première épreuve, 9e la deuxième. Donc tu vois, c'est un peu cette idée-là. Dominer en FISE, c'est être dans le peloton de la COC. On avait le contingent français qui était resté sur place pour cette COC, donc sans marquer de points la première épreuve, Valentin Foubert 35e, Mathis Contamine 41e, Jules Chervet 41e, Mathis 40e et Enzo 43e, Enzo Milesi. Par contre, on a eu Mathis qui a pris une 30e place et donc qui est rentré dans les points de cette fameuse COC relevée dimanche. Les autres Français, c'est 35e pour Alessandro Baddi, 45e pour Valentin Foubert et 49e pour Jules Chervet. On a eu plus de changements à l'avant parce que on a Philippe un qui a gagné. changement voilà, un changement de vainqueur, on va dire. Voilà, Philippe Aschenwald, on a aussi vu en Coupe du Monde qui remporte donc cette Coupe continentale et il devance Félix Hoffmann qui saute très bien aussi, hein. Il en a gagné deux et là il a fait trois deuxième places là, en ce moment. Il est très très en forme. Et troisième, un Autrichien que j'aime bien qui s'appelle Marcus Müller, né en 2002, qui pour moi a un très beau potentiel et je suis vraiment content de le voir dans ce dans ce classement. Et du coup, Benjamin Oswald a fait 11e et Martin Hamann a dû être disqualifié puisqu'il n'a pas mis de points. Donc, je pense qu'il n'est. Ou alors, Il a il n'a pas peut-être sauté. voulu. Je sais pas. Ouais, j'ai pas regardé le. Ah non, De toute façon, 39e. Mais les conditions étaient quand même encore un peu particulières, hein. On voit par exemple Martin, Oswald, il fait 21e de la première manche et troisième de la deuxième. Donc ça a quand même dégringolé et remonté. Donc c'était un week-end venteux. La Coupe continentale est presque terminée. Notre feuilleton s'achève le week-end prochain à l'Arty. ouais. Et Et là, le, le suspense, alors, il n'a pas gagné. Il n'a pas mathématiquement, gagné. il n'a pas gagné parce qu'il reste 200 points à prendre et Oswald a 198 points d'avance sur son acolyte Frédéric Willumstad. Donc, Et là, Oswald, s'il ne va pas à l'Arty, parce qu'en fait, Oswald, il est à Lillehammer, là. Donc, imagine, Oswald, top 10 à Lillehammer. Derrière, ne va pas à l'Arty parce qu'il va en Coupe du Monde. Willumstad gagne les deux. Tu vois euh, venir ou pas du tout? Je pense que non. je le vois, non, non, je le vois, mais on va suivre ça. Je sais pas si, est-ce que c'est un groupe national là ou Bah, j'ai non, non, j'en vois pas plus que d'habitude, hein, donc ça non, pour voudrait dire moi, que
Non, moi, si je devais faire un pronostic, je dirais Oswald, il l'envoie à l'Arty pour gagner sa petite coupe continentale. Et il reste à l'Arty et il intègre l'équipe suivante en Coupe du Monde le week-end d'après, vu que la Coupe du Monde ira à l'Arty. Ah, non, ouais, alors en fait, Oswald a pris la place de Johansson. Aïe, aïe, aïe. Non, Johansson est là. Non, non, je ne sais pas pourquoi il est là. Ok, bon. Non, c'est rien. Ah, C'est peut-être un coup. on se fait des nœuds au cerveau là, on verra. On ne sait pas. On verra. Et donc, on va conclure la partie saut à ski avec des épreuves croustillantes d'OPA à Oberhof. Pourquoi on est aussi excité de vous parler d'OPA? Parce qu'on a regardé en détail les résultats. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Alors attends, avant que tu rentres dans les résultats, euh, normalement, on ne devait plus avoir d'OPA puisqu'on avait couronné lors d'un épisode spécial le trophée de Maxime Bartholge. Tout à fait, Et en à debout. fait, C'est vrai. Harry Repella nous a expliqué que, mais si, il y avait toujours un week-end d'OPA qui était prévu. Et Harry, merci de nous avoir, enfin, de t'avoir envoyé le message à toi, Romain, qui dit, mais en fait, personne n'avait voulu organiser ce week-end de mars. Il y a toujours 4 week-ends l'hiver, donc un en décembre, un en janvier, un en Voilà. février, un en mars. Et du coup, c'est Oberhof qui a pris l'orga. Et donc, on a eu les finales de l'OPA. Et tout le monde était au courant puisque Maxime Bartosz y allait. Mais comme tu le montres, Maxime n'a pas pu tenir son rang. Non, parce que là, il est tombé sur un M-barreur de gala. Donc M-barreur, le jeune montant de 2006 qui joue déjà devant. Et surtout, samedi, M-barreur, il met 14 points au deuxième, Louis Obersteiner, 30 points au troisième, le Suisse Kesseli, et 40 points à son concurrent Maxime Bartholz, quatrième. 40 points sur une épreuve, on va dire là, en termes de compensation, ça avait l'air à peu près raisonnable. Mais alors dimanche, là franchement, j'ai jamais vu ça. On a eu une épreuve entre 3 et 4 mètres secondes de vent de face. Euh, Pas forcément très régulier, avec des vents qui n'étaient pas toujours le même, pas trop sur la bosse, mais ça pouvait reprendre en face. On a justement Harry Repellin qui nous a expliqué les sensations en vol. Il fallait vraiment tirer son saut parce que même si tu avais l'impression que tu pouvais se poser à 80 mètres, en fait, si tu prenais la rafale en bas, tu pouvais faire 20 ou 30 mètres de plus parce que le jury a envoyé Louis Obersteiner et Stefan Embarer à 13 mètres au-delà du HS. Et ça s'est passé dans le plus grand des calmes parce qu'a priori, ça s'est posé en douceur avec des notes, un M-barreur qui a eu un 19 par exemple, un 18,5, donc il a dû faire un télémark à 112 mètres 50 sur un HS 100. Donc remarquable. Un HS 100 alors, qui partage la piste avec le HS 130 ou 140 d'à côté. Donc a priori un HS 100 qui se finit en douceur, donc qui permet ce genre de petites sauteries, mais quand même, j'aurais vraiment aimé la voir cette épreuve. Ouais, et puis moi je pense qu'il faut monter un collectif pour le retour d'Oberhof pour la Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, C'est clair, ça là. a l'air génial là-bas, quoi. Oui, oui, parce qu'en se remémorant, on a eu quelques souvenirs de cratérisation, notamment en combiné nordique. Koivu Ranta, c'est cratérisé à 147 mètres dans des conditions à peu près équivalentes. Et là, pour aller sur l'épreuve de dimanche, alors qu'il était sur une seule manche, hein, avec le vent, on a quand même le 27e qui est au-delà du HS. On a des sauteurs à 95 mètres 50, 43e, alors que c'est un point K à 90 mètres. Enfin, c'était de la folie, quoi. Et C'est n'importe quoi. j'aurais vraiment aimé voir cette épreuve. Alors, on avait beaucoup de Français engagés. Donc, on va prendre le temps de les donner. Donc, on a Harry Repellin qui a fait 25e et 21e. On a Julien Gay qui a fait 27e et 32e. Faustin Moreau qui a marqué des points 30e et 31e, ça c'est pas de chance. Sébastien Woodbridge qui a pris, donc qu'on avait vu en Samsey Tour le week-end d'avant, 35 et 54e. Célestin Mélines 51e et 60e. Léo Lamarca 57e et 51e. Mathéo Vernier, ça s'est moins bien passé, 61 et 62. Mathis Delot, 62e, je crois
qu'il n'a pas sauté dimanche, si je me trompe pas, La disqualification combinaison. et merci. Et Maxence Rivière, qui est très jeune, hein, il est de 2007 de tête. Ouais, euh, et, c'est sa première Open. et qui était 65e et 61e, mais qui a donc participé d'une certaine façon à des épreuves assez historiques et ça doit tester les capacités d'un sauteur d'avoir des conditions, de telles conditions. Exactement. Et tu as cité notamment donc Woodbridge et Rivière qui seront probablement les deux sauteurs. Après, il y en a d'autres de 2007, mais ces deux-là, ça a l'air d'être ceux qui ont été choisis pour intégrer du coup l'Alpen l'année prochaine et remplacer les 2003 qui, eux, passent en alors, soit FIS, soit Coupe Conti. Donc voilà, dans l'Alpen Donc, qui va accueillir les 2007, hormis certains comme Casper Tomasiak ou Kaskoutik ou Keimar Vagoul, qui sont déjà un cran au-dessus. Donc voilà pourquoi les 2007 ont commencé là à Oberhof à se tester sur un tremplin et en effet une épreuve mémorable. Donc Stéphane a remporté ce trophée grâce à sa régularité, hein, notamment lors des épreuves de Liberec où Maxime ne s'est pas pointé. Et du coup, Stéphane Embarer remporte probablement le premier, c'est sûr, hein, son premier gros trophée international. Et c'est pas le dernier, je pense. voilà. Et donc le premier Français de cette OPA masculine, c'est Enzo Milesi, qui était du coup à Zakopane ce week-end, donc qui n'a pas participé à ce qui aurait pu être ses dernières OPA, tu l'as dit, les 2003. Donc lui et Jules Chervet sortent du circuit OPA. Il n'a pas eu l'occasion peut-être d'aller marquer des derniers points en OPA, mais il était au niveau Voilà, supérieur. exactement. Et il est derrière les jumeaux Steinberger et l'Autrichien Steinbeißer. Donc Euh, attention, si tout le monde arrive en coupe du monde, là, on va galérer, hein. on va galérer. Il y avait aussi évidemment les jeunes femmes qui sautaient sur le même tremplin. Même condition de vent assez particulière et aussi une épreuve sur une seule manche dimanche. Et donc on suit depuis le début de saison Lilou contre les Slovènes. Et on a Mm. eu quand même, c'était Lilou contre une Tchèque samedi parce que c'est Anežka Imbrakova qui s'est imposée devant Tinka Rakomar et donc Lilou qui fait son 12e podium de la saison en OPA et donc sa grande concurrente Taya Bodlage juste derrière. On avait Emma Chervet qui a fait 13e, donc qui continue sur sa belle lancée. Et on avait les débuts également en OPA de Mathilde Baconnier qui a fait 25e et 26e. Et Marie-Thomas Couturo, 26e et 24e. Donc des débuts quand Ah même un non. petit peu sur la retenue parce que c'est la fin de classement. Mais voilà, c'était quand même un week-end aussi extrêmement particulier. Donc on demande à voir. C'est des graines plantées pour la saison prochaine. Et dimanche, c'est la Slovène Pirnovar qui a gagné devant donc Bodlage et Komar. Lilou, dans ses conditions venteuses particulières, a pris la 5e place. Et donc, elle avait déjà gagné l'OPA. On l'avait sacrée, mais donc elle a regagné l'OPA. Et Effectivement. moi, j'ai regardé aussi, je ne sais pas si ça a une valeur sportive, mais elle a gagné. euh, les Slovènes n'étaient pas aux 4 premières compétitions d'OPA, mais elle a quand même gagné l'hiver, en fait. Euh, Ah, sur les 8 épreuves hivernales, elle est première du classement de l'OPA. Elle en a gagné 3, elle a fait 2 autres podiums, donc c'était vraiment la meilleure sauteuse euh, de l'Alpen Cup de cette saison et de cet hiver. Donc félicitations Lilou. bravo. Et voilà, donc ça clôture l'Alpen, ça clôture la FIS Cup. Donc voilà pour la division 3 et les jeunes au niveau des sauteurs. Et donc on s'approche doucement de la fin. On a encore donc la Coupe Conti qui continue son tour. C'est pas fini du tout. Le ROER, on en a parlé. Et puis on retrouvera les nationaux un peu plus tard dans le mois de mars. C'était le 22e épisode de TSI.
pour le saut à ski. On vous retrouvera dans un épisode spécifique pour le combiné nordique. Merci Romain. Merci, oui, là, tout de suite pour parler combiné et à bientôt pour ceux qui vont l'écouter sur les plateformes. Bye bye. Ciao, ciao.